réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Le président français Emmanuel Macron était à Montréal hier pour un souper officiel organisé par le gouvernement Trudeau. Alors, jusque-là, tout va bien, mais il y a eu quelque chose d'un peu inattendu qui s'est produit. Le premier ministre du Québec, François Legault, était invité, ainsi que plusieurs élus de la coalition Avenir Québec, des ministres notamment. Ils ont finalement tous décliné l'invitation et brillaient par leur absence. Ce matin, à l'émission de Patrick Lagacé, notre analyste politique, Jonathan Trudeau a analysé la situation. C'est que François Legault était supposé d'être là. Hein? Et l'organisation, le cabinet de M. Trudeau, avait accepté non seulement, évidemment, avait invité François Legault, mais François Legault avait une liste d'invités qui voulaient avoir plusieurs ministres qui voulaient qu'ils soient présents. Le cabinet de Justin Trudeau a dit oui à toutes ces demandes-là et personne ne s'est pointé hier soir sans crier gare. Alors, est-ce que le premier ministre et les membres de son cabinet ont commis une erreur en n'assistant pas au repas d'honneur en l'honneur du président de la République française, Emmanuel Macron, quand on connaît les liens qui unissent le Québec et la France? C'est une décision qui est quand même étonnante. Eh bien, pour en discuter, je reçois Christine Saint-Pierre. Christine a été ministre des Relations internationales et de la francophonie dans le gouvernement libéral. Christine, bonjour. Bonjour Philippe. Christine, est-ce que François Legault a commis une faute, à ton avis? Oui, c'est une bourde diplomatique. On ne peut pas imaginer un Jean Charest bouder une telle rencontre. C'est une réception officielle en l'honneur du président Macron, le président français. La France est le pays le plus important pour le Québec dans son réseau diplomatique. C'est le pays avec lequel on a des relations directes et privilégiées. Alors, ne pas se présenter, c'est vraiment une chose qu'il ne fallait pas faire. Peut-être que ça ne fera pas les manchettes pendant des semaines et des mois, mais c'est des choses qui vont être notées à l'intérieur, évidemment, des relations diplomatiques entre la France et le Canada. Le Canada va prendre des notes, la France va prendre des notes également, et si le premier ministre ne pouvait pas être là, bien, il pouvait aussi nommer quelqu'un, désigner quelqu'un qui aurait pu être là en son nom. Il y avait 6 personnes qui étaient sur la liste, plus 6 ministres qui étaient sur la liste, et plus la présidente de l'Assemblée nationale. Et tous ces gens-là ont décidé de ne pas se présenter. C'est vraiment incroyable. Moi, je pense qu'on n'a jamais vu ça au Québec. Bien sûr, c'est notre collègue Jonathan Trudeau là, qui a mis le doigt sur cet événement-là. Radio-Canada, aujourd'hui, on a ajouté une couche. Là, on a contacté le bureau du premier ministre Legault et on dit que M. Legault est très, très occupé ces temps-ci. Notamment, il doit préparer un colloque de la coalition Avenir Québec qui aura lieu demain à Saint-Hyacinthe. Et il y a sa participation prochaine au sommet de la francophonie. Donc, c'est un peu les excuses là, pour lesquelles il ne pouvait pas aller au souper hier soir. Ça veut dire qu'il a travaillé fort jeudi soir. Là. Oui, mais on peut dire aussi que ça se passait au Saint-James à Montréal. Alors, pour les gens qui nous écoutent, le Saint-James, c'est dans le Vieux-Montréal et M. Legault n'habite pas très loin de là. Il habite à un jet de pierre du Saint-James. Alors, ça n'était pas une raison pour ne pas se présenter. Et dans ces moments-là, on parle de plus de 400 personnes qui étaient présentes, mais on parle de la crème là, du Québec. Ce sont des personnes aussi importantes qui étaient là, M. Legault aurait eu avantage peut-être à discuter avec ces personnes-là. Sa présence aurait été notée. Je comprends qu'il y a des chicanes entre M. Legault et M. Trudeau. On peut comprendre ces chicanes-là, mais ce n'est pas une raison lorsqu'il y a un personnage aussi important que le président de la France. On peut parler d'Emmanuel Macron, mais on parle de la présidence. On parle du président français qui est présent à Montréal, et ça, c'est absolument incroyable. Les ministres disent, j'ai parlé à une ministre aujourd'hui, j'ai parlé à la ministre, au cabinet de la ministre Biron, on me dit il y a personne qui a boycotté, on nous dit aussi que les invitations pour les ministres étaient arrivées en retard. Moi, j'ai de la difficulté à croire cela, parce qu'il faut aussi que les services de sécurité s'entendent, il faut qu'on prévienne que tel ministre présent, il faut que les gardes du corps soient au courant. Il y a quelque chose là qui n'a pas fonctionné dans les communications entre les cabinets, si c'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas présentés. Mais moi, j'ai plus de la thèse du boycott, le fait que
la réception était offerte par le Canada, en territoire québécois. Mais vous savez, les absents ont toujours tort. Et c'est ça qui est grave. Alors, quelles seront les conséquences? M. Legault s'en va au sommet de la francophonie. Il va y avoir des rencontres bilatérales dans ces grands sommets-là. On parle toujours du multilatéral, mais le bilatéral est très important. Est-ce qu'il aura les rencontres qu'il a demandées avec peut-être qu'il a demandé une rencontre avec le premier ministre français? Est-ce que ces rencontres-là vont avoir lieu? J'ai hâte de voir l'agenda du premier ministre une fois là-bas. Mais c'est des choses qui vont circuler. Et la diplomatie, ça se fait peut-être pas à coup de gueule, si vous voulez, mais ça peut se faire aussi. On peut chuchoter en diplomatie, puis on peut dire ne parlez pas à telle personne, ne parlez pas à telle personne. Moi, j'aurais pas recommandé au premier ministre de faire une chose semblable. Je pense que ça c'est très mal avisé. Ces conseillers politiques l'ont pas bien conseillé, à mon avis. Tu parlais, Christine, des difficultés, des relations très difficiles entre M. Trudeau et M. Legault là, sur le secteur de l'immigration. M. Legault a eu des mots très, très durs. M. Trudeau a répliqué hier justement en présence du président français. Mais à quelque part, là, outre cet enjeu qui est un enjeu national canadien, national québécois, quand le président de la France vient, il me semble qu'on devrait peut-être faire abstraction de ça le temps d'une soirée. Il y avait des sujets aussi beaucoup plus importants. On parle de l'intelligence artificielle, on parle de l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Et tu te souviendras à quel point le Québec s'était impliqué lorsque l'accord était négocié pour que l'accord soit adopté à l'Union européenne. On avait travaillé énormément fort, main dans la main avec la France. Alors, faut pas lâcher, faut pas abandonner. Les questions étaient posées par les journalistes, bien sûr, lors des points de presse sur les questions d'immigration. Mais les deux premiers ministres auraient pu dire écoutez, ces questions-là, on en parlera plus tard dans un autre point de presse. Aujourd'hui, on parle de la relation avec la France. On aurait pu parler du sommet de la francophonie. Quelles sont les propositions que le Québec va faire au sommet? C'est le seul organisme dans le monde sur lequel on peut siéger à titre de membre à part entière. Et le premier ministre Trudeau aussi aurait pu parler du sommet de la francophonie. Alors moi, je suis déçue parce que je pense que ça laisse une tâche et la présence aurait fait en sorte que, on fait le dos rond. Oui, ça aurait été de faire le dos rond, très certainement, parce que le fédéral venait faire ses affaires sur le terrain du Québec. Mais je pense que de temps en temps, il faut faire le dos rond. Puis après ça, bien, on peut faire valoir davantage nos points de vue et démontrer que la relation avec la France est plus importante que ces chicanes entre le fédéral et le provincial. Je le répète, on a une rencontre directe, on a une relation directe et privilégiée. On a un statut d'ambassade à Paris. C'est vraiment quelque chose qui est regrettable, à mon avis. Et même, il y avait une ministre qui était ici, c'est la ministre Catherine Champagne-Jourdain qui est allée saluer le président Macron à l'aéroport pour son départ. Donc, il y avait même une ministre sur le terrain qui était dans la région de Montréal. On dit que Mme Guilbeault était rendue à Trois-Rivières. On peut retourner, on est à 1 heure de Trois-Rivières si c'est vrai que l'invitation est arrivée si tard en après-midi. Mais c'est des choses qui s'organisent de façon un peu plus, je dirais, un peu plus longuement, là. Ça m'étonne qu'on dise que l'invitation soit arrivée si tard. À ce moment-là, plus tard, ça, c'est la version du Québec, mais ça ressemble beaucoup, beaucoup à une entreprise de boycottage. Merci beaucoup, Christine. Ça me fait plaisir. Christine Saint-Pierre est une analyste politique qu'on entend souvent sur nos ondes. Elle a été ministre des Relations internationales et de la francophonie dans un gouvernement libéral. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Et pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y aura 20 ans dimanche, et oui, déjà 20 ans, le 29 septembre 2004, les Expos de Montréal jouaient le dernier match à domicile, dernier match au Stade olympique. 31 000 personnes qui se sont réunies pour ce match-là et les Expos avaient encaissé une dégelée de 9-1. Et c'est ainsi qu'a pris fin la grande aventure du baseball majeur à Montréal, une aventure qui avait commencé en 1969. Aujourd'hui, les Expos sont
disparu. Puis si on a cru un moment que peut-être qu'ils reviendraient, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se fait d'illusions à ce sujet-là. Pour en discuter, je reçois quelqu'un qui aime les expos d'un amour profond. C'est un documentariste, un réalisateur. Il s'appelle Robbie Hart. Il vient justement de lancer un documentaire qui s'appelle Nos Amours, qui est un véritable hommage cinématographique à Montréal et à son parcours historique avec le baseball. Robbie, bonjour. Salut Philippe, plaisir d'être en onde avec vous autres. Ben, ça me fait plaisir de t'accueillir, Robbie. On connaît ton amour des expos. Est-ce que tu étais là lors du dernier match des expos il y a 20 ans? Malheureusement, j'ai pas vécu ce fameux match le 29 2004 il y a 20 ans, mais disons que j'en ai vu plein d'images puis j'en ai parlé beaucoup. C'est sûr que les 20 ans, c'est drôle, hein? Depuis ces 20 ans, j'en ai passé 12 à faire un film sur les expos dont tu connais très bien le parcours. Donc, c'est fou à croire 20 ans, mais le temps passe. Puis, on n'a encore pas une équipe de baseball à Montréal. Non, je sais combien tu aimais les expos, là. Tu es profondément attaché à cette équipe-là. Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui? Ben, écoute, Montréal, quand même, c'est pas juste une ville d'une équipe. On s'entend, on a les Alouettes, on a du soccer professionnel. Tu sais, on avait du Major League Baseball à Montréal pendant 36 ans. Et c'était quelque chose de gros, tu le sais. C'était big. Il y avait du monde au stade, il y avait du monde à Parc-Jarry. Et c'est ça, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble de ce que ça représentait, les expos. Pas juste les matchs de baseball, mais la couverture médiatique, l'engouement, la passion entre la ville, les partisans et le club, et tout ce que ça représente pour une métropole d'avoir une équipe de baseball majeure. Donc, c'est un ensemble de choses qu'on a pu. Et Robbie, je pense que pour toi aussi, le côté rassembleur du baseball, le fait que des gens étaient fans des expos, peu importe la langue qu'ils parlaient, des anglophones, des francophones, des allophones, les origines, les opinions politiques, les opinions qui peuvent diverger dans bien des secteurs, le club de baseball contribuait à unifier Montréal. Se trouver, tu sais, au stade, ou que ce soit Parc-Jarry, 9 manches de baseball, tout le monde était uni sous la même tente. Tout le monde était invité. Et on s'entend que le baseball, contrairement aux Canadiens, c'est un sport où on peut participer, en fait, vivre de façon abordable. Tout le monde peut être là. Il y a des billets, bien sûr, beaucoup plus chers, mais c'était en famille, parents, enfants. Et comme tu dis, diversité, toutes les cultures, toutes les langues, tout le monde pouvait être là. C'est sûr que le sport, c'est rassembleur, on le sait. Le Canadien, tu sais, c'est une grande tente dans laquelle on se retrouve tous. Et les expos, c'était ça aussi. Puis c'est triste qu'ils ne sont plus. Je garde toujours un optimisme ou un espoir, si tu veux, qu'un jour, on verra le baseball majeur à Montréal. Même si cet espoir est mince, je le garde toujours. L'expansion s'en vient. En 2028, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Robbie, c'est quoi ton plus beau moment de l'histoire des expos? Honnêtement, là, je pense que tu le sais parce qu'on en a parlé, mais un des grands moments, parce qu'il n'y en a pas un plus grand, mais le plus marquant que j'ai vécu dans ma jeunesse, c'était le retour de Rusty Staub en 79. Et c'est un moment clé dans le film aussi, c'est super beau. Il y a 60 000 personnes au stade. Rusty Staub, qui était l'ancien héros des expos, le premier vedette des expos entre 69 et 72 pour 4 saisons, revient à Montréal pour son dernier tour de piste. Puis il rentre au marbre pour frapper comme frappeur suppléant. Il y avait une ovation debout là, de 10 minutes, 7 minutes. Puis j'ai dit, my God, on a finalement, c'était juste 10 ans, 69, 79. J'ai réalisé qu'on avait une histoire déjà, qu'on avait des héros, des idoles. Et c'était l'année où les Expos sont devenus un des meilleurs clubs de tout le baseball. En 79, c'était leur meilleure année dans leur histoire avec 96 victoires. Donc, c'était un moment magique et c'est un moment magique dans le film aussi. Ouais, il y a tellement de moments extraordinaires dans l'histoire des Expos et puis c'est un événement triste qui s'est produit il y a 20 ans. Le dernier match, 31 000 personnes. Ça s'est mal terminé aussi. Les Expos qui avaient encaissé un revers sans appel de 9-1 contre les Marlins de la Floride. Robbie, tu as fait des films sur les Expos. Le dernier, je le rappelle, le titre, c'est Nos Amours, la saga des Expos de Montréal. Et puis, ça va être disponible sur Crave à compter du jeudi 17 octobre. Bon, j'ai un parti pris parce que je figure dans le film
c'est un documentaire, puis tu as eu la gentillesse de m'interviewer pour que je raconte un certain nombre de souvenirs. Mais les images d'archives, c'est absolument extraordinaire, un travail colossal. Si vous êtes intéressé un tant soit peu à l'histoire des expos, je vous conseille de l'écouter, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Robbie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Philippe, puis bonne chance. Merci. Salut, c'était le réalisateur Robbie Hart. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Alors, Catherine, petit bonheur aujourd'hui, autour de quoi? 13h, 13h30 à peu près, quand la messagerie est arrivée à la station. Avec ce magnifique volume, La Cucina d'Elena, la cuisine d'Elena. C'est un livre qui est fantastique. Elena Faïta, bonjour. Bonjour, vous êtes venue régulièrement dans cette case horaire. Bonjour. On vous connaît bien. Merci. Et là, vous débarquez avec ce livre qui est fantastique parce que ce n'est pas qu'un livre de recettes, c'est un livre qui vous raconte. Oui. Ça raconte votre histoire. Mon histoire, l'histoire de ma famille aussi. De vos le parents. Magasin, mes parents. Vos mes beaux-parents. beaux-parents. Il y a des photos d'époque absolument fantastiques. Incroyable. Là, aussi, Il y a avec même... votre mère dans la jeune trentaine. Là. Et il y a une photo de votre mariage aussi. Oui, ça c'est... Oui. Comment vous l'avez créé, pensé? Qu'est-ce que vous vouliez laisser? Moi, je voulais pas seulement un livre de recettes. Pourquoi il y a bien des livres de recettes sur le marché. Je voulais mon histoire. Puis ça fait des années. Pourquoi même quand je donnais des cours, je disais toujours des histoires. D'abord, quand est venue la pandémie, la COVID, j'ai resté à la maison beaucoup avec mon mari. Puis moi, lui, il disait, Elena, c'est le temps que tu écris, là. Écris. Ça a été facile à écrire? Oui. C'était du travail, beaucoup. 9 mois là, de travail. J'ai eu beaucoup d'aide de ma fille, pourquoi elle me connaît très bien. Mais c'était pas difficile de faire les histoires. J'ai pleuré beaucoup. Pourquoi là, ça va te chercher. Puis c'est la nuit que tu penses à ce que tu veux écrire. Moi, c'était la nuit. Je dormais pas. Je pensais seulement ce que je vais écrire dans le livre. Qu'est-ce qui vous a fait pleurer, Léna? Qu'est-ce qui a suscité en vous les plus fortes émotions? Les plus forts, c'est quand j'étais petite, que j'ai laissé mes grands-parents, c'est sûr, puis je les ai plus vus. Ça, c'est le chapitre, notre départ d'Italie. Exact. Ça se passe en quelle année, ça? Ça, c'est en 1954. J'avais 7 ans. Puis ça, c'était l'histoire. Puis quand on est arrivé ici, puis j'ai vu mon père aussi, c'est des moments... j'avais pas vu mon père pour 2 ans. Pourquoi lui il est arrivé ici 2 ans avant. Puis penser à ma mère, comment elle a travaillé, ces femmes qui travaillaient un fois, puis il y avait pas, comme je dis, il y avait pas des compliments, il y avait rien, mais il y avait pas des livres de recettes pour faire à manger, mais ils faisaient la cuisine fantastique. D'abord, ça venait me chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous l'avez dédié, d'ailleurs, aux femmes de votre vie, le livre. Oui, le livre est dédié à ces femmes-là. Ma grand-mère, ma mère, ma tante, des femmes qui m'ont montré beaucoup, beaucoup. Puis c'est ça qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui, là. C'est ces recettes-là. Ces recettes italiennes, antiques, pas copiées. C'est des recettes de base. C'est laquelle la plus... Moi, c'est la sauce tomate. Ah oui, bien ça, on le sait. Elena... Puis les pâtes. Oui, Elena me fait faire des pots une année pour mettre des coulis de tomates en pot. Puis quand je l'ai revu après, j'ai dit ça ne tente plus. C'est pas mal d'ouvrage. C'est beaucoup de travail, mais si jamais ça vous intéresse, c'est super bien expliqué au début du livre. Justement, le coulis de tomates, vous étiez venu nous l'expliquer. Puis il y a beaucoup de recettes, évidemment, de pâtes. Ça a été créé de toutes pièces, ça. Oui. Ben, j'ai pas mis beaucoup. J'ai mis les pâtes, pourquoi j'aime les pâtes. Puis le monde font beaucoup de pâtes. La seule chose que j'ai pas mis, c'est les desserts. Il n'y a pas de dessert dans le livre? Il n'y a pas de dessert. Ben là, si on mange tout ça, je pense qu'on va être plein de toute façon. Là. J'ai pas de dessert. J'ai mis seulement un sucré à la fin, les croustelets, que c'est fait encore. C'est une pâte qu'il faut travailler avec la machine à pâte. C'est un biscuit sucré que nous, on faisait les temps des fêtes, le carnaval. C'est utilisé beaucoup le carnaval en Italie au mois de février.
Puis c'est le sucré que nous, on avait toujours à la maison, puis on aimait beaucoup, beaucoup. Elena, je sais que vous êtes retournée en Italie dernièrement, entre autres avec Stéphano. Vous avez fait un voyage, vous êtes allé faire des tournages là-bas. Est-ce que ça vous a inspiré pour le livre? Oui, mes enfants m'ont poussé beaucoup, puis ça m'a inspiré beaucoup d'écrire aussi. Votre fille est là-bas? Oui. Elle habite là-bas, c'est ça? Donc, vous y allez pour voir... Mes petits-fils. Fait que vous avez vécu la séparation avec votre famille en quittant l'Italie pour vous en venir ici au Québec. Oui. Et vous avez vécu une autre séparation quand votre fille, elle, est partie en Italie. Ma fille, quand elle est partie, mais aujourd'hui, c'est pas pareil, Catherine. On part, on peut se permettre. Moi, j'ai mes parents qui n'ont jamais vu leurs parents encore. Pourquoi ils ne pouvaient pas se permettre de partir en voyage? On n'avait pas les moyens aussi, là. Il faut penser à ça aussi. Mais aujourd'hui, avec ma fille, tout Facebook et tout ça, là, on se parle, on se voit souvent. Les liens ne sont pas coupés complètement. Les liens, c'est pas coupé totalement. Mais ça m'a fait beaucoup de peine quand elle m'a dit qu'elle a déménagé en Italie. Oui. Parce qu'on parle beaucoup de votre fils, Stéphano, mais votre fille, elle a été importante aussi pour votre entreprise. Oui, beaucoup, beaucoup. Elle a fait beaucoup de travail pour nous. Puis durant les années que j'ai donné des cours, moi, elle faisait beaucoup de recherches pour moi en Italie aussi. Puis elle m'envoyait cette recherche. D'abord, elle m'a fait beaucoup de travail. Beaucoup. Philippe, qu'est-ce que tu as envie de manger? Ben, là, mon choix est clair, Elena. J'ai trouvé à la page 78 le ossobuco à la limone et le ossobuco au citron. Ça, c'était le préféré de mon mari. C'est vrai? Philippe, pourquoi mon mari venait du nord de l'Italie. Puis moi, je faisais ça avec un risotto au citron. Pourquoi, comme tu vois, c'est pas avec une sauce tomate. Non, c'est ça. Puis sincèrement, ça n'a pas l'air très compliqué à faire. Non, là. Si on suit la recette, non. c'est quelques étapes plutôt simples. Oui. C'est la cuisson qui va être importante. Oui. L'ossobuco, dans le nord de l'Italie, se fait pas avec une sauce tomate. Se fait avec le citron. Puis c'est servi toujours avec un risotto à la milanese. Bon, je pense que j'ai une idée pour dimanche soir. Est-ce qu'on est invité? C'est ça. Je vais d'abord tester la recette, puis je te donnerai des nouvelles après. Et vous l'avez rencontré comment, votre mari? Mon mari, ça va être drôle que ce que je vais dire. Là, c'était mes premières vacances de ma vie. J'avais 21 ans. Puis je l'ai rencontré à Wildwood, New Jersey. OK, ça n'a rien d'italien, là. Très exotique. C'était vraiment une grande surprise. Pourquoi j'avais pas été là pour rencontrer un Italien, ça, c'est sûr. Clairement pas. C'est drôle quand même. Tout ça est raconté dans le livre. Je vous le dis, c'est fascinant. Ça s'appelle La Cucina di Elena, la cuisine d'Elena. Et moi, je vais me faire plaisir en fin de semaine parce qu'on va faire des recettes de votre livre. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elena. Merci pour m'inviter. Et ça fait plaisir. Bon succès avec ce livre qui est magnifique, La Cucina di Elena, c'est aux éditions du Trécarré. Bon week-end, Elena, merci d'avoir été avec nous. Merci. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Des réactions dans la messagerie texte à la suite du passage d'Elena en notre studio. Cédric de Montréal, je pense, résume l'opinion générale. Elle me donne tellement faim. En effet, tout avait l'air tellement bon. Quelqu'un d'autre dit bonjour à Elena. Pour moi, ma défunte femme était italienne et je fais plein de recettes italiennes. Et c'est ça va chercher les connexions des gens. Elle est tellement authentique, Elena. Voilà. Je veux lire ce livre. Mon père est arrivé d'Italie en 1957. Elena va m'en apprendre sur ma propre histoire. Là-dessus, on accueille un petit nouveau à l'émission. Il s'appelle Étienne Marcoux. Oui. C'est quoi? Salut, Étienne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On est content de t'accueillir. Étienne, à toi revient le lourd mandat de remplacer Hugo Meunier avec le biais d'humeur cette semaine. Alors voilà, je veux pas te mettre de pression, mais fais-nous rire, mon vieux. Non, c'est de l'humeur et c'est un honneur. En fait, c'est qu'il y a une nouvelle dans la presse ce matin qui m'a particulièrement touché. Moi, j'anime le show du matin à C'est quoi? Donc, mon réveil sonne à 3h05, 3h10 et 3h15. Mon envie de vivre revient vers 4h20. Et la nouvelle, c'est que le prix du café risque d'exploser. Alors, dans l'angle mort des effets des changements climatiques, il y a notre café. Parce que oui, on est au courant, là, le niveau des océans, la Louisiane, New York enseveli, les tsunamis, blablabla. Mais, présentement, le Vietnam et le Brésil sont aux prises avec une sécheresse simultanément. C'est sec. Et qui dit sécheresse dit mauvaise récolte, donc moins de café, donc augmentation des prix. Le Brésil sèche.
Alors, évidemment, à la météo, Colette, pas un mot sur la game. Hein? Elle parle de l'indice de pollen à Rawdon, mais pas un mot sur la sécheresse brésilienne. Ce qui me fait penser que Colette a des parts chez Nabob. Colette, cartel provencher, la marraine du café. C'est un feeling, là, je porte pas d'accusation. Mais c'est louche. Donc, le café pourrait devenir hors de prix. Imaginez le scénario à ce rythme-là. D'ici quelques années, on pourrait couper le café avec la coke. Alors, pour toute une gang de Québécois, c'est un stimulant légal qui pourrait disparaître. Là, j'ai une pensée pour les camionneurs, pour les gens dans les guérites de stationnement, les infirmières, les éducatrices qui sont toutes dépendantes du café. Mais j'ai peur pour notre identité, ce qui fait que nous sommes Canadiens. J'ai peur pour le ciment de la Confédération, le Tim Hortons. Je vous rappelle qu'une loi fédérale stipule qu'à l'intérieur d'un Tim Hortons, je dois voir le prochain Tim Hortons à l'œil nu. Et c'est comme ça d'un océan à l'autre. De Tim en Tim, je vais de Vancouver à Halifax. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Tim Hortons, c'est un restaurant dans lequel tu commandes un moyen café et un beigne et que tu reçois un petit café et un bagel. Puis là, t'es déjà embarqué sur la vin, fait que tu reviens pas de bar, puis tu manges le bagel. Ça, c'est ce qu'on appelle un Tim Hortons. Mais donc, si le café devient hors de prix, le Tim Hortons va devenir un restaurant huppé. Un dress code pour rentrer au Tim Hortons. Il faut réserver à l'avance, ce qui va exclure toute une clientèle habituée chez Tim. Et là, on joue dans l'étal du toqué qui a déjà de la misère à arriver. Si les Tim Hortons tombent, les CHSLD ne fourniront pas. Entre 7 heures le matin et midi, la moyenne d'âge de la clientèle chez Tim est d'environ 87 ans. La moyenne de force dans les lunettes est de 6. Et ils ont tous déjà vu le Canadien bon. Imaginez, là, c'est pas hier. Alors, par respect pour nos aînés et nos préposés aux bénéficiaires qui en ont déjà plein les bras et plein les shorts, on doit sauver les Tim. Alors, je vous le dis, là, le prix du café entraîne une réaction en chaîne terrible. Pas de café, pas de Tim, pas de soccer pour les jeunes. Parce que le programme de soccer amateur au Québec tient par les Timbits. Nos enfants ont tous porté le chandail des Timbits. Je connaissais pas les détails de leur engagement, mais selon ce que j'ai vu, sans Timbits, nos enfants joueraient torse nu. Au soleil en été, c'est très, très dangereux. Alors, pour ceux qui se demandent c'est quoi un Timbit, c'est un trou de beigne délicieux. Et si vous voulez le commander, il faut demander une roussette au miel. Ils vont vous donner des Timbits et un jus d'orange. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, sans le café, nos enfants font pas de sport, vont sur les écrans, ils sont en surpoids. Le manque de café cause des problèmes cardiaques. Imaginez. Un café inaccessible pourrait détruire des familles. Pas de café, ça signifie qu'on perd le contrôle, en fait, le code primordial de quand on veut que la visite d'école, qui est bon, un petit café avant de sortir. Exact. En perdant ce signal-là que tout le monde comprend, qui veut dire c'était bien le fun, mais là, j'ai très, très, très envie que vous soyez ailleurs, on va assurément créer d'énormes tensions, mais des énormes. Soit qu'on n'osera pas dire qu'on est à bout, là qu'on apprécierait qu'ils sacent leur camp, et donc ça va augmenter le niveau de fatigue, l'impatience, les conflits familiaux, les séparations, la chute du nombre des naissances, la pénurie de main-d'œuvre, et donc la fermeture du Tim Hortons, et c'est une roue qui tourne. Là. Sans arrêt. Ou pire, les gens vont se permettre d'être encore plus directs et lâchés. Allez-vous-en, ce qui va entraîner des bris d'amitié, de la solitude, des conflits familiaux, des séparations, la chute du nombre de naissances, une pénurie de main-d'œuvre, et donc la fermeture de Tim Hortons. On est dans la même roue, là. On parle donc de taux de natalité. La disparition d'une expression qui met en vedette le café pourrait noyer le Québec francophone dans une Amérique anglophone. Gilles Proulx se revirait dans sa tombe. Alors, je vais terminer en parlant de liberté. J'aime pas le café. J'en bois pas. J'aime mieux boire de l'eau ou du fort, mais quand je vais au restaurant, à la fin de la soirée, on m'offre un café et je dis toujours non. Mais on me l'offre. C'est mon choix et j'ai envie de dire non. Ça me positionne. Ça montre que je suis dépendant à rien sauf le jeu, l'alcool et SimCity, que j'adore. Mais j'ai décidé de pas prendre le café. C'est pas la conjoncture économique, c'est pas les changements climatiques, c'est moi qui ai dit non. Et c'est pour moi, c'est la liberté. Je veux qu'on m'offre ce que je veux pas. Je vais rarement au Théâtre La Tulipe, mais je veux pouvoir aller au Théâtre La Tulipe. Je regarde pas le basket, mais je veux une équipe à Montréal parce que je veux décider de pas aller voir de basket. Pour moi, la liberté, c'est de dire non. Donc, en résumé, le Vietnam et le Brésil sont aux prises avec d'énormes sécheresses. Les récoltes de café seront catastrophiques, ce qui fait en sorte que le café va devenir, d'ici quelques années, une denrée rare. Et c'est un drame pour moi qui aime pas le café. Alors, j'ose pas imaginer pour vous qui en avez besoin pour fonctionner. Bravo! Très fort. Très fort.
Bravo. Excellent, Étienne. Merci. Très, très belle entrée en matière. On va peut-être te rappeler. Oh, attends un peu. J'ai un téléphone ici. C'est un nommé Hugo. Il n'a pas trouvé ça si bon que ça, semble-t-il. Non, mais il y a la page, je viens de me dire que t'es bon. Ah, bon, merci. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. La capacité de la chronique dating à se renouveler de semaine en semaine ne cesse de m'étonner. Et encore une fois, Meeker et Fadoua, vous relevez le défi aujourd'hui. Fadoua, quel est le sujet? Oui, alors on s'intéressait à la différence d'âge entre les couples et surtout sur les applications. Là, je veux faire un petit tour de table rapide. Là. Si vous êtes en relation ou votre relation précédente, c'était quoi la différence d'âge? Bon, moi, je vais me vendre tout de suite. J'ai 17 ans. 17 ans c'est vrai. de différence avec mon chum. Mon Dieu, il est jeune. Oui, il est vraiment jeune. Il n'est pas encore majeur. Moi, j'ai 10 ans de différence. OK, donc elle est 10 ans plus jeune. Exactement. Okay. Ouais. Moi, j'ai 2 ans et demi. En ce moment, il est plus jeune de 2 ans et demi, mais j'ai déjà eu 7 ans plus jeune. Meeker? Pourquoi tu me regardes? Moi, je suis pas en relation. Il n'y en a pas de attends, laquelle? La plus grande différence d'âge que tu as eue? Toujours autour de 5-6 ans, je pense que j'ai eu comme... je pense que c'est la plus grande avec mon ex, à peu près 5 ans. Mais... Biz, il essaie de pas répondre. Ah, moi, je suis parti au bureau. Ouais, c'est ça. Mais t'es au bureau. 18 ans, moi, la plus jeune. Parenthèse par rapport à ça, puisqu'on a fait cette chronique à deux. Oui, et Fadoua, c'est pas... j'ai dit tantôt, j'ai des chiffres. Donc, juste pour vous dire rapidement, ceux qui ont 5 ans d'écart, selon l'étude, 18% plus de chances de se séparer. Là, ça va vous intéresser, Étienne et Catherine. 10 ans d'écart, 39% plus de chances de se séparer. Et Biz, 20 ans d'écart, 95% plus de chances de se séparer. Hey, Biz, je veux pas rentrer dans ta vie privée, là, mais ça se peut que ça change bientôt. Donc oui, les écarts d'âge, il y a des études, mais il n'y a pas de science exacte. Et quand Fadoua m'a proposé le sujet, j'ai dit, ben oui, c'est une super bonne idée. Et moi, je me suis rappelé de la fameuse équation que tout le monde connaît, ou presque. Est-ce que vous la connaissez? Par 2 plus 7. Voilà, exactement. Donc, comment vous prenez votre fonctionne? âge. Vous prenez votre âge. Okay. On va prendre un chiffre. Là, 40 ans. Mettons 40. OK, on divise par 2, ça donne 20. Plus 7 ans, 27. Donc, la différence d'âge avec votre conjoint. C'est pas trop la science derrière ça. Il n'y a aucune science derrière ça. C'est probablement 2 gars chauds qui ont décidé ça à un moment donné. Mais tout le monde connaît ça. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui détermine ça? On le sait pas. Mais tout ça pour dire que c'est un sujet assez riche, la différence d'âge dans un couple. Mais moi, je trouve que ça dépend surtout du mode de vie parce que tu peux être jeune puis avoir plus de responsabilités, être plus casanier. Donc, plus je vieillis, plus je me rends compte que des fois, j'ai des affinités avec des gens plus jeunes là, à cause de mon mode de vie. Mais il y a aussi le fait que l'âge, c'est une composante de sa réalité, mais ça définit pas nécessairement notre personnalité. Exact. Je connais des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, puis parfois j'ai l'impression qu'ils sont plus vieux que moi. Puis je connais des gens qui sont plus vieux que moi, puis je me dis, mon Dieu, que cette personne-là est encore jeune. Il y a même des vieilles personnes qui portent des trucs pour se rajeunir. Mais c'est pas parce que t'as des cheveux gris et des sourcils gris que t'es vieux. Mais effectivement, moi, je pense que le mode de vie est beaucoup plus important que l'âge où t'es rendu dans ta vie. Est-ce que t'es du type à être casanier, comme le disait Fadoua? Mais moi, j'ai une théorie qu'il y a des gens qui sont nés plates. Tu sais qu'à 20 ans... Non, mais c'est vrai qu'à 20 ans, ils vont à la maison. Ils sont heureux comme ça. Oui, puis c'est correct. C'est vraiment pas un jugement sur leur choix de vie. Non, c'était vraiment pas un jugement comme ils sont plates. Non, mais t'as le droit d'être plate si t'es bien là-dedans, d'être Canadien. Canadien. Non, mais parce que je pense... Non, mais au sondage. Non, vous allez comprendre pourquoi je pense aux Canadiens. C'est que ma prochaine date va se passer aux Canadiens la semaine prochaine. En tout cas, c'est fin de la parenthèse. C'est moyennement récupéré. Non, mais c'est vrai. En plus, tu regarderas mon agenda tantôt. Non, mais un peu plus sérieusement, c'est qu'il y a des gens qui ont un mode de vie un petit peu plus carré, un petit peu plus rangé et tout. Et quand tu rencontres ces gens-là, je parlais de ma situation, rapidement, tu te rends compte que ça marchera pas parce que moi, ça se peut que j'aille à un lancement de livre le lundi, au théâtre le mardi, au hockey le mercredi, le jeudi, j'ai un souper avec des amis, le vendredi, je suis ici avec vous, puis par la suite, je m'en vais chez ma mère. T'as un rythme de vie qui est très rapide. Mais qu'est-ce qui est difficile, c'est que dans les applications, on est trié par âge. On doit mettre l'âge minimum et l'âge maximum. Donc là, qu'est-ce que tu mets, toi? Moi, je mets... la vérité, je vais dire la vérité, je mets moins 10 plus 10.
Moins 10 plus 10. Fait que là, je me dis, je me sens correct parce que je mets le même nombre en bas qu'en haut. Je regarde jamais les gars plus hauts. Ben, ça soulève la question, est-ce que, comme gars, mais comme fille aussi, est-ce qu'on a le droit de tricher sur notre âge, sur l'application de rencontre pour se permettre d'avoir... je suis de ton avis, mais j'ai aussi un exemple complètement différent de deux amis qui se sont rencontrés. Le gars avait mis un âge beaucoup plus jeune ou quelques années plus jeune parce que justement, c'est un gars qui sort beaucoup, sa fille est rendue adolescente, il va dans des shows électro, il va au pique-nique électronique, il voyage beaucoup pour le plaisir et il a mis un âge qui est plus jeune. Il a rencontré une fille plus jeune, mais très rapidement, il lui a dit, écoute, j'ai pas l'âge que j'ai mis, je suis plus vieux, mais mon mode de vie Mais moi, fait j'aurais trouvé ça bizarre au premier rendez-vous. Tu sais, si tu pars sur une base sur un mensonge, là. Oui, mais devinez quoi? Ça fonctionne et c'est les deux personnes les plus amoureux que j'ai vues de ma vie au point qu'ils nous gossent. On fait un party du Super Bowl, ils sont en train de se frencher toute la soirée entre les jeux parce que après, oui, mais écoute, ça a commencé comme ça, on n'arrête pas de les agacer avec ça, mais ça fait plus de 2 ans que ça fonctionne bien. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, qu'il y a beaucoup de gars de mon âge, à peu près à partir de 35 ans là et plus, ils mettent aucunement leur âge maximum est plus jeune que leur âge. Donc, admettons, il y a 35, ils vont dire que la fille plus vieille qu'ils veulent, c'est 30 ans. Puis là, moi, je trouve ça dérangeant. C'est comme on est déjà exclus des gars de notre âge, même dans la trentaine. Là. Puis là, souvent, ils disent, je veux pas avoir, peut-être, je veux pas d'enfants. Les filles à cet âge-là, ils veulent des enfants tout de suite. Ou, tu sais, il y a certains... Mais en même temps, ça en dit beaucoup sur la personne, je trouve. C'est aussi bien de voir ça puis de dire, je vais passer mon tour pour cette personne-là que de finalement passer une soirée devant une personne qui est à ce point cherche quelque chose d'étrange. Sauf que, socialement, la plupart, regardez autour de vous, dans les relations, très souvent, l'homme est plus vieux que la femme, et même socialement, lorsque la fille est plus vieille, les gens regardent un peu, et le jugement de l'extérieur aussi peut jouer là-dedans. Mais c'est vrai que ça devient dérangeant quand tu mets un âge beaucoup plus jeune comme homme, puis ça fait très cliché aussi là, de dire le gars de 45 qui dit « Ah, pas plus haut que 32 », ça devient, oui, tu te poses des questions, mais Étienne a raison là-dessus, ça vous donne déjà une bonne indication où situe la personne, mais ça, tu le sais pas sur l'application, par exemple. Si la question de l'âge est aussi importante là, dans les applications où on est à la recherche d'une date, est-ce que ça se passe de la même façon dans un bar? C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un, première question, ou peut-être pas la première, mais est-ce que l'âge devient une des 4-5 premières questions à l'autre personne? Moi, je pensais qu'en vieillissant, ça allait être un peu plus difficile ou que les gens allaient se poser des questions parce que ma barbe commence à grisonner. Et sais-tu quoi, Philippe? C'est l'avantage d'être un gars. C'est vraiment plate, là. Mais à l'âge où je suis rendu, je fais souvent la blague que je peux avoir des rencontres autant avec les mères qu'avec leurs filles parce que l'éventail est beaucoup plus grand. Mais Valérie, je pense que tu veux commenter. Les filles aiment ça quand je dis ça, mais c'est parce qu'on se connaît, Valérie et moi, puis je lui ai déjà dit ça, puis elle a fait la même chose, elle a secoué la tête. Mais, tu sais, entre 30 ans et 50 ans, il y a 20 ans de différence. Mais oui, tu sais, ça peut arriver. À l'inverse, moi, je pense que quand tu as une grande différence d'âge avec ton conjoint, c'est moins important quand t'es rendu plus tard dans ta vie. Exact. Je veux dire, si tu rencontres une fille de 22 ans, Mickey, elle va peut-être vouloir avoir des enfants, puis elle aura peut-être pas le même parcours de vie que si tu rencontres une fille qu'est-ce que je vais faire quand ça va arriver, ça? Je vais appeler Sébastien Delorme pour savoir comment gérer la situation. Mais un peu plus sérieusement, oui, puis ça revient encore à ce que Fado disait, où t'es rendu dans ta vie. Mais il y a la tendance, par exemple, il y a de Valérie, tu l'as vu aussi, parce qu'avec ton ex, étant plus jeune, dont t'as parlé tout à l'heure, il y a les garçons plus jeunes, moi, je l'ai remarqué, je me fais de plus en plus aborder, autant dans les bars que dans les applications. Puis, j'ai lu, là, il paraît qu'ils veulent un peu des filles, justement, plus stables, qui, avec la maturité, t'as plus confiance en toi, t'es plus à l'aise, autant peut-être dans ta sexualité que de dire tes besoins dans la vie de tous les jours et tout. Et ces gars-là aussi, je pense... T'as pas de coloc, surtout. Les gens plus vieux ont pas de coloc. Moi, je me suis fait dire ça des fois. C'est le fun, t'as une stabilité, t'as déjà ton condo, t'as déjà un enfant aussi, t'as une job que t'es capable de garder aussi, surtout. Et donc moi, j'ai remarqué que ces garçons-là sont plus attentionnés souvent. Mais les plus jeunes, l'âge ne dérange pas. Les gars dans la vingtaine avec des filles plus vieilles, même si ont des enfants, là, tu sais, moi, j'ai un garçon, donc si je rencontrais avant, puis là, je disais, j'ai un petit garçon, tout ça, ça dérangeait zéro. Au contraire, là, ils disent, t'avais l'air vraiment plus jeune, mais t'as tel âge, puis c'était à la limite c'était un plus, les gens étaient intéressés. Pas moi nécessairement, mais je veux dire, il y avait comme la curiosité de dire, OK, t'as tel âge, t'es peut-être plus mature. Ben, nous, les jeunes, on est très ouverts. Oui. OK, on termine. Quelqu'un nous demande, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter l'équation? Alors, l'équation du début, qu'est-ce qui est permis? Votre âge, en fait, l'idéal apparemment, ou la limite, votre âge divisé par 2
plus 7 ans. Mais je le dis, c'est 2 gars chauds qui ont décidé ça. Okay, mais ça donne, alors, on va faire juste un petit exemple. Quelqu'un de 40 ans, on divise par 2, 20, plus 7, 27 ans. Fait que c'est la limite. 27 ans et plus. Vous pouvez pas aller plus jeune que ça. Et à 10 ans, tu peux pas être plus en bas de 12 ans. Oui, c'est ça.